Allez, Clap. clap. Bonjour chers étudiants, nous vous retrouvons Et pour cette étudiante. séance Et étudiante. et étudiantes, pardon, chers étudiants et étudiantes, c'est vrai, pour cette séance qui est relative aux créanciers et au titre exécutoire. C'est une séance qui est la deuxième par rapport aux thèmes qui ont été prévus. Vous avez dû voir, si ce n'est pas encore le cas, vous pourrez voir sur le cours en ligne que vous nous avons mis des documents qui sont les documents que vous êtes censés avoir lus avant de nous écouter. Je pense que Hervé, tu es d'accord avec moi. Non, mais je pense que c'est dur, mais il faut le faire. Voilà. En plus, c'est une séance où la documentation, notamment sur la partie du créancier, n'est pas forcément la plus simple à trouver pour vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être très compliquées. Et donc, on est parti d'une documentation sur le créancier qui est une documentation d'un enseignant de Lyon 3, dans laquelle nous avons fait quelques coupes totalement arbitraires. Il faut être clair pour que vous ayez, pas le minimum, mais que vous ayez en tout cas les thèmes qui nous intéressent. Alors, il y a des choses qui sont peut-être un peu trop développées, mais à vous de faire une synthèse, qui est aussi difficile, mais vous avez largement le niveau pour faire ça, de ces éléments-là. Et puis, nous vous avons mis également une documentation sur le titre exécutoire, qui est issu d'un ouvrage que vous retrouverez d'ailleurs dans les autres thèmes. Donc, vous pouvez aussi aller voir ça, enfin, vous devez même aller la voir pour un peu vous faire une idée sur cette question du titre exécutoire. Hervé, n'hésite pas, si tu attends d'autres choses, Ouais, c'est le non, moment. mais je pense qu'il ne faut pas que tu sois trop loin de ton micro parce qu'à certains moments, je te perds un peu. Eh Euh, bien, je me rapproche. voilà, ah bah voilà. Tout ça est d'une netteté absolue. Magnifique. Oui, je pensais, parce qu'il faut préciser pour les étudiants qu'on enregistre les vidéos, pas forcément dans l'ordre dans lesquels ils les verront eux, que si on ne l'a pas fait, il faudrait peut-être mettre quand même en bibliographie un bon vieux manuel papier de procédure d'exécution, ce qui leur permettrait peut-être de se raccrocher aux principes généraux. Alors, j'avoue que je ne sais plus actuellement ce qui est à jour ou ce qui ne l'est pas. Bon, il ne faut pas mettre le droit et pratique des procédures d'exécution parce que c'est beaucoup trop gros, Et trop mais cher. c'est trop cher, Et exactement. trop cher. Pour ceux qui le voudraient, on vous mettra en bibliographie un manuel et à la limite, vous pouvez aussi lire le manuel de A à Z. Très bien. Mais moi, je vous mettrai en bibliographie un petit lien général sur le site. Et puis, comme ça, vous pourrez aller voir Voilà. et vous aurez de quoi Mais vérifier ce qu'on vous raconte. on ne vous les met pas en ligne directement, mais on vous met la bibliographie, Exactement. comme on dit. Bon, Exactement. donc on parle un peu. Alors, c'est vrai qu'il y a deux thèmes. Normalement, il y a le créancier, il y a le titre exécutoire. Et alors, le créancier, ça soulève des tas de problèmes. Moi, je me souviens d'une époque où quelqu'un avait envisagé de faire une thèse pour voir les rapports entre, par exemple, les procédures d'exécution, les régimes matrimoniaux, enfin, des choses comme ça. Parce que c'est vrai que la créance elle-même, donc des problèmes de droit civil, ça peut avoir un impact considérable sur la suite des événements. On ne va pas parler de ça maintenant, ça sera du droit civil pur. On va parler uniquement du titre exécutoire parce qu'on va vous faire des vidéos courtes, d'une dizaine de minutes, ça fera peut-être 15, mais bon. Alors, pour ce qui est du titre exécutoire, bon, idée bête et simple, hein, c'est le titre qu'il vous faut pour faire une véritable saisie. Alors là, peut-être que pour certains d'entre vous, ça paraîtra évident, mais pas forcément pour tous. Quand on parle de saisie, là, c'est vraiment les mesures d'exécution forcée, ce n'est pas les mesures conservatoires. Mais si vous voulez vraiment faire une mesure d'exécution forcée, vous voulez prendre sa maison à un pauvre homme, une pauvre femme, vous voulez saisir un compte bancaire mais prendre l'argent complètement, vous voulez, ce qui est sans doute bête en pratique, vendre les meubles de quelqu'un, il vous faut un vrai titre exécutoire et on va quand même regarder un peu ce que c'est que le titre exécutoire, sachant que pour moi personnellement, le vrai titre exécutoire, c'est un jugement. Voilà. Mais en réalité, ce n'est pas toujours vrai. Alors, je vais faire une opération extrêmement délicate, mais que j'ai répété avant. Je vais partager mon écran pour que vous ayez Légifrance. Voilà. Olivier, je pense que tu vois. Parfaitement bien. Bon, parfait, voilà. Alors, moi, ça, c'est ma manie, hein. Il faut toujours aller voir les textes.
Et puis, il faut aller voir les textes dans Légifrance parce que c'est le seul endroit où ils sont à peu près à jour, bien que même le secrétariat général du gouvernement ait un peu patiné dans la semoule ces temps-ci avec toutes les réformes qu'il y a eu. Alors, Un petit truc pratique d'ailleurs au passage, oui, parce que j'ai remarqué plusieurs fois quand vous ouais, cherchez un texte dans Légifrance, vous indiquez directement le numéro du texte dans Google, il arrive que vous n'ayez pas la oh bonne là là, version en oh là là. termes de date en haut à gauche dans Ouais, ouais, Légifrance. ouais, Méfiez-vous ouais, bien. ouais, ouais. Faut vraiment consulter Légifrance même. Et alors, enfin bon, c'est pas de l'anecdote, hein, parce qu'on cherche aussi à vous former à des éléments pratiques. Il y a, je dirais malheureusement, un nouveau site qui est actuellement en version bêta, mais d'après ce que j'ai vu à partir du 12 septembre, ça va devenir le site officiel et je trouve que c'est moins clair que ça. Moi, je consulte toujours en regardant le plan. Et là, je vous ai mis tout de suite au bon endroit le créancier et le titre exécutoire, les articles L111.1 et suivants. Bon, Olivier, je pense que tu seras d'accord sur le fait qu'on va laisser de côté tout ce qui concerne Les immunités, les immunités étrangères, là, parce c'est qu'il y ça. a eu une loi en 2016 extrêmement détaillée qui fixe les conditions dans lesquelles on peut ou pas prendre, d'ailleurs, des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée sur un bien appartenant à un État étranger ou dépendant de l'État étranger. C'est sans doute, enfin, je sais pas, tu as déjà vu des trucs comme ça, toi, concrètement, ou pas? Oui, j'en ai déjà vu. Et d'ailleurs, moi, j'ai vu le dossier qui a fait que la loi Ouais, a été promulguée. Parce qu'en fait, c'est une vieille histoire qu'on trouve sur Internet sans trop ouais, discuter l'origine de ce texte. Et c'est effectivement un dossier extrêmement particulier avec l'État de Russie. Il n'y ouais, a c'est rien de ça. très secret. Et bien évidemment, rien n'est secret là-dedans. Mais effectivement, moi, j'en ai déjà vu, mais ça reste très exceptionnel. Et franchement, il faut savoir que ça existe. Mais je ne suis pas certain que ce soit ce qui est le plus important. Voilà. Alors pour ceux qui veulent approfondir et pour ceux peut-être aussi qui veulent se faire une spécialité, on va le dire en droit international, parce que c'est plutôt des gens de ce type-là qui sont intéressés, eh bien, il faut que vous lisiez tout ça. Mais ça n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est la liste des titres exécutoires. Alors, ce qui est amusant, c'est que maintenant, il faut quand même aller la chercher un peu loin, alors qu'au départ, les textes étaient un peu pas clairs. Donc, c'est L111.3. Je vous ai mis un lien d'ailleurs direct vers cet article dans le cours parce que, ben voilà, il faut quasiment l'apprendre par cœur. Hein. D'accord là-dessus? Ah oui. Il est Et en d'accord. plus, il change de temps en temps. Donc, faut se Ouais, méfier alors parce pas qu'il y a quelques trop, pas, enfin, modifications. c'est pas, il y a pire. Hein. Il y a pire, C'est mais ça. bon, j'ai d'ailleurs regardé ce matin et j'ai vu qu'il y avait des règles spéciales en Alsace-Moselle, c'est intéressant aussi, Oui. mais on ne va pas en parler. Donc, concentrons-nous sur l'article L111.3. Alors, seul constitue des titres exécutoires. Il faut bien que vous compreniez que si on a un titre exécutoire, on peut faire exécuter par la force, y compris en faisant intervenir la force publique. Alors là, peut-être que Maître Fradin va nous dire dans quelles conditions, en pratique. Oui, Euh, alors effectivement, c'est une particularité, c'est un des intérêts du titre exécutoire. Il y en a plusieurs, mais un des intérêts, c'est effectivement l'exécution forcée et avec le recours à la force publique en cas de résistance ouais, ou de risque de trouble à l'ordre public du débiteur. Alors, la force publique aujourd'hui, on la voit dans des cas assez particuliers, surtout en matière d'expulsion, donc qui c'est est une ça. procédure particulière, mais c'est surtout le siège de la force publique. En pratique, c'est vraiment la mesure d'expulsion, c'est-à-dire l'évacuation physique et matérielle des personnes et des biens qui se trouvent dans un lieu, que ce soit un lieu clos ou pas d'ailleurs, ça peut être un terrain. Voilà en gros là où on trouve Voilà. l'expulsion, enfin la force publique, sachant que c'est obligatoire d'avoir recours à la force publique lorsqu'on expulse quelqu'un d'un lieu. Donc finalement, Alors, ce n'est même pas une possibilité, c'est une obligation pour le créancier, comme on l'appelle au sens large. Alors, c'est vrai que il y a deux choses. Là, d'abord, une petite chose dont il faut que vous soyez conscient, c'est que l'expulsion, ça fait partie du cours. Parce que sur le moment, on peut dire, bah, le cours, c'est uniquement les saisies. Ben non, il y a aussi l'expulsion. Il y aura une séance spécialement là-dessus. Et puis, quand même, bon, c'est ça que je voulais éventuellement relativiser. Moi, j'ai entendu dire que les préfets hésitaient quand même, parce que c'est la maréchaussée, hein, c'est la gendarmerie ou c'est la police.
les préfets hésitaient quand même à faire intervenir la force publique. Et d'ailleurs, il est prévu que le créancier peut être indemnisé si ça n'est pas le cas. Toi, J'ai eu un cas, moi, aujourd'hui, pour ne citer que ça, avec la crise sanitaire qui est encore en cours au plan matériel dans certains cas, pas au plan juridique parce qu'on en est sorti, paraît-il, mais en tout cas au plan matériel, on a le gouvernement qui a clairement communiqué en disant qu'il n'y aurait plus de concours de la force publique pour les expulsions, ouais, sauf dans l'hypothèse où un relogement est assuré. ouais, Et avec cette précision, pour les squatteurs, c'est-à-dire pour les gens qui sont rentrés par voie de ouais, fait dans des locaux, il n'y aura même plus du tout de force publique, même si le relogement est assuré. L'idée étant d'éviter de mettre des gens dehors dans des lieux qui sont des lieux collectifs où on se passe facilement le Covid, enfin la Covid pour être ouais, précis. Et ce matin, j'ai eu une difficulté. J'ai un dossier d'expulsion de squatteurs. L'immeuble était en train de brûler tranquillement. Et bien, la ouais. préfecture refuse, malgré l'incendie, de mettre les squatteurs dehors. Donc, c'est tout frais de ce matin. Et on ne sait pas Enfin, comment on va pouvoir obtenir l'expulsion effectivement. Alors, l'expulsion, on l'a obtenue au tribunal. En tout cas, comment on va pouvoir expulser. et alors, là, attention, on est en train de dériver, mais c'est normal, hein, on débute. C'est que là, il ne faut pas qu'on fasse un cours sur l'expulsion, mais c'est vraiment dans Voilà, le domaine que c'est ça. vrai. Tu as raison. On Il en faut me rappeler à reparlera. l'ordre. On en reparlera parce que c'est une. Enfin, je dirais, ça dépend ce que vous allez faire plus tard quand vous serez grand ou quand vous serez grande, au moins quand vous aurez réussi les examens parce que vous êtes déjà grand et grande. Il y a pas mal d'avocats, mais c'est plus du tout les avocats qu'on évoquait tout à l'heure qui font du droit international. Il y a pas mal d'avocats. Le pain quotidien de l'avocat, ça peut être aussi les baux et donc les expulsions. Je reviens à mon article L111.3. Donc, Olivier d'ailleurs vient de l'évoquer. En principe, on fait exécuter une décision de justice. Donc ça, j'allais dire, j'y reviendrai, mais je pense que j'y reviendrai dans une vidéo différente parce que il y a une question considérable qui est de savoir à partir de quand la décision de justice est exécutoire. Normalement, vous avez appris ça en procédure civile et vous vous en souvenez parfaitement. Ouais. Mais est-ce que c'est exécutoire? Est-ce que ça n'est pas? Est-ce que c'est exécutoire par provision, sachant qu'il y a une réforme récente qui a pris le parti de l'exécution provisoire de plein droit? Bon, si on a 2 minutes à la fin, j'y reviens. Sinon, je fais une vidéo spéciale. Deuxième point, les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision machin, patin, couffin. Bon, moi je vais dire des choses simples et Olivier pourra compléter. Idée Compliqué. générale, les jugements étrangers, c'est des étrangers. Donc, normalement, il faut ce qu'on appelle un exéquatur. Je sais que je dis une bêtise, hein. Je sais que je dis une bêtise, mais c'est pour que tu. Non, non, mais jusque-là, je suis d'accord, hein. Ouais, enfin, bah oui, enfin, pas tout à fait quand même, je pense. Non, mais c'est la fin du deuxièmement, finalement, où on peut se dispenser d'exéquatur dans certains Oui, cas. Hein. voilà, c'est ça. Oui, oui, tu as raison, c'est déjà prévu dans le texte. C'est pour ça qu'il faut toujours lire les textes. Et puis alors, mais on va peut-être liquider ça en premier, les sentences arbitrales, alors là, il faut toujours qu'elles soient exéquaturées, c'est-à-dire qu'il y ait une décision du juge. Et personnellement, je trouve que c'est heureux parce que, rappelons qu'une sentence arbitrale, c'est quand même de la justice privée et que tout dépend de la qualité des arbitres. Il y a des machins qui ne sont pas très rassurants en matière d'arbitrage. Et alors, effectivement, si on revient aux actes et on va dire jugements étrangers, alors c'est sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables. Est-ce qu'on peut dire, Maître Fradin, que justement, maintenant, si c'est un jugement allemand, on y va et puis terminé, il n'y a aucune formalité à accomplir? Je suis complètement d'accord. En théorie, c'est ça. En pratique, on se rend compte quand même qu'il y a assez peu d'exécutions de jugements étrangers. Mais effectivement, c'est ça la règle aujourd'hui dans l'Union. C'est l'absence d'exéquatur, parce qu'une décision exécutoire en Allemagne sera exécutoire en France et inversement. Et en fait, il n'y en a pas tellement, d'après toi. Mais il y en a quelques-unes, mais la circulation est assez peu importante, je trouve. Ouais. C'est un retour d'expérience. Hein. Je Oui, bien n'ai sûr, non, pas mais du tout la prétention de parler au nom de tous mes confrères et toutes mes consoeurs, mais clairement, je trouve qu'il y a assez peu de circulation de décisions. ouais, bon, Euh, mais effectivement, il y a des instruments qui permettent de dire que ces décisions peuvent être exécutées à l'étranger. Donc ça, c'est intéressant. d'accord.
Mais ça, justement, j'allais dire, c'est une autre histoire, hein. Dans le cadre de secours, on ne va pas traiter les questions internationales parce que sinon, on n'en sortira pas, Il y a quoi. d'autres cours là-dessus d'ailleurs, je crois. Donc, Comment il y a sur d'autres cours là-dessus, je crois. cet aspect-là, je ne sais pas, peut-être. Enfin, il y a des Non, cours. mais à l'université en tout cas, ça c'est sûr. Ah oui, à l'université, bien sûr. Troisièmement, les extraits des PV de conciliation signés par le juge et les parties. Alors là, bon, enfin, remarque générale, ces fameux machins qu'on appelle les MARD, donc aujourd'hui les modes alternatifs ou amiables de règlement des différends, se terminent par des actes qui peuvent être divers, qui sont effectivement des PV de conciliation, des accords de médiation, des transactions, etc. Et tout ça peut être homologué, comme on dit, par le juge, et ça a à ce moment la forme exécutoire. C'est marrant d'ailleurs parce que quand je lis le texte là, je m'aperçois qu'il est finalement assez restreint puisqu'il parle que de la conciliation aussi. Non, mais en fait, ce que tu viens de dire, en fait, c'est le premièrement, c'est la fin du premièrement de l'article L111-3. Les accords auxquels les juridictions ont conféré force Oui, c'est ça. exécutoire, c'est là qu'on les rattache. Oui, donc en fait, les extraits des PV de conciliation. C'est assez restreint en pratique, hein. Moi, j'en vois extrêmement peu. Il y en a quelques-uns, mais c'est quand même très, Et très puis peu. alors, la fameuse vraie exception par rapport au jugement, parce que tout ça, c'est plus ou moins, enfin, c'est judiciaire, hein, ou administratif, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. Alors ça, c'est quelque chose auquel les notaires tiennent beaucoup. Ça leur permet de vendre les actes notariés, même quand ils ne sont pas obligatoires, notamment aux établissements de crédit, parce qu'on n'a pas besoin de passer par le juge pour faire exécuter. Alors, je ne sais pas si ça appelle un commentaire de ta part particulier. Si on parle de saisie immobilière, on pourra en reparler, je pense, puisque c'est là où on les trouve beaucoup dans le cadre de l'exécution, les actes notariés de prêt, quand un prêt n'est pas remboursé pour l'acquisition d'un bien immobilier, on Oui, procède à la saisie de l'immeuble. alors C'est là où on les oui, retrouve. on pourra en parler à ce moment-là parce que effectivement, on verra que la saisie immobilière c'est quelque chose de long, pénible et compliqué, et que de toute façon au départ il faut vraiment avoir un vrai titre exécutoire. J'y reviendrai dans quelques minutes, mais comme le temps passe, il va falloir que j'aille vite. Par exemple, on ne peut pas faire une saisie immobilière complètement sur la base d'une ordonnance de référé parce que ça n'est qu'un titre exécutoire provisoire. En revanche, si vous avez un acte notarié, c'est bon, vous y allez. Alors, moi, je suis très, très réservé, je sais bien que ça déplaît aux notaires, sur le fait qu'un acte privé puisse avoir la formule exécutoire. Euh, bon, je sais que les notaires sont officiers ministériels, officiers publics. Ils tiennent beaucoup à rappeler qu'ils sont une émanation de l'État, le bras armé de l'État. Et alors, par ailleurs, les avocats se battent actuellement pour que ce qu'on appelle l'acte d'avocat soit dans certains cas sorti de la formule exécutoire. Moi, je suis un vieillard traditionnel. Je pense que seul un juge devrait conférer la force exécutoire. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein. Vous pouvez en discuter sur le forum, parce que j'ai vu qu'il y avait un forum. Il y a Euh, quelques débats là-dessus, effectivement. Il y a des débats assez vifs là-dessus. Ouais. c'est chaud. Je le Non, dis bah, les rapidement. avocats aiment bien la matière des notaires, donc ils se disent pourquoi pas nous, hein, tout simplement. Et réciproquement. C'est-à-dire Et que réciproquement, les notaires voudraient prendre la saisie immobilière. Donc, exactement. donc les deux professions sont, comment dirais-je, dans une confraternité raisonnable, mais pas excessive. Voilà, Bon, exactement. signalons le 4 bis, mais je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est marginal. Donc, vous savez qu'il y a maintenant un vrai divorce sans juge. Il y a deux formes de divorce par consentement mutuel, au fond, celui qui est devant le juge et celui qui est sans juge, qui fait, alors ça, enfin, je le signale quand même parce que ça a fait un pataquès pas possible. Donc, ce divorce sans juge se fait par acte, contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d'un notaire. Et alors, les notaires qui, dans ces cas-là, touchent un émolument assez limité, je ne sais pas si c'est pas 50 € de mémoire, disent que bon, c'est pas bien normal, on ne peut pas conférer la force exécutoire à un document qu'on n'a pas fait, qui en l'occurrence a été fait par les avocats. Enfin, pour le moment, ça marche. Je crois savoir, mais alors je cite cette mémoire,
que ça pose un problème considérable sur le plan international en termes de libre circulation. Je sais pas, tu as entendu parler de ça, toi, Olivier, ou pas? Ouais, ouais, il me semble qu'effectivement, c'est toujours d'actualité. Alors moi, très franchement, je n'ai jamais vu en pratique encore cet instrument dans le cadre de l'exécution. Donc, je suis assez peu habitué sur le plan purement pratique. Ouais. Mais effectivement, au plan international, la circulation de cet acte comme titre exécutoire n'est pas reconnue en tant que tel Pour le en moment, l'état oui. actuel des instruments. Hein. Donc, Et je effectivement, crois qu'il y a un projet de modification oui, de Bruxelles 2 bis là-dessus. Hein, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais je ne crois pas que ce soit encore sorti, bon. effectivement. Alors, L'actualité est à suivre, mais aujourd'hui, en pratique, c'est vrai que je pense que c'est plus ça le problème que l'exécution en France, finalement, de ce type de titre. ouais. Je sais qu'on a largement dépassé les 10 minutes, mais ça fait rien. Pour le moment, on continue allègrement, hein, parce qu'il faut au moins qu'on commande ce texte, puis on dit des tas de choses intéressantes, hein, quand même. N'est-ce pas? Toujours. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Hein. Je ne sais pas si ça intéressera Voilà, moi aussi, moi aussi. les étudiants et étudiantes. Ah bah là, alors là, je te passe la main parce que c'est juste pour que tu démines le problème, parce que ça a l'air terrible, ça. Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur, ça veut dire quoi? Voilà. Alors, ça veut dire qu'on trouve là-dedans deux choses que les huissiers peuvent faire, parce que les huissiers les exécutent, mais ils ont aussi, et c'est moins connu, la possibilité de délivrer eux-mêmes un titre exécutoire, Ah ouais, ce qui a l'air d'être à la source et en aval également, donc ça, c'est un pas le peu chèque. partout. C'est pas le chèque, hein, pour le moment. Voilà. Alors, en revanche, il y a deux cas qu'on trouve. Un qui est traditionnel, qui est le premier, et le second qui est plus récent. Ouais, Je vous le dis tout de suite, en pratique, c'est extrêmement rare, ouais. puisque le premier touche au chèque impayé pour défaut de provision, et uniquement pour défaut de provision, qui a quand même tendance à se réduire parce que Il les n'y en a commerçants jamais. eux-mêmes ne Il prennent y en plus a les plus. chèques. Ouais. Il n'y en a plus, et puis souvent, c'est sur des montants assez faibles, et clairement avec des gens totalement insolvables en face, Ah, qui fait qu'on oui, ne il y peut a pas ça. faire grand-chose. Ouais. Voilà. Et de l'autre côté, donc moi c'est vrai que j'en ai de temps en temps, mais en général quand mes clients m'envoient ça, je leur dis écoutez, je vais essayer quelque chose, je vais en faire pour pas très cher parce que ça va de toute façon être trop cher pour vous parce que je vais probablement pas y arriver. Et c'est vrai que la dernière fois que j'ai reçu un chèque impayé, ça doit faire quelques mois, donc c'est vraiment quelque chose qui disparaît. Et à côté de ça, on a un instrument beaucoup plus récent Ah, oui. avec une bonne idée qui était de dire, alors vous irez voir, hein, mais très schématiquement, voilà, un créancier et un débiteur sont d'accord sur la dette, l'huissier va constater cet accord et à partir du moment où il constate cet accord au terme d'une petite procédure, eh bien, l'huissier pourra délivrer un titre exécutoire qui permettra, si le débiteur ne veut pas payer ou ne peut pas payer, de pouvoir exécuter par des saisies. C'est parfait sur le principe et sur le papier. Alors, ça s'adresse uniquement pour des créances qui ne dépassent pas 5 000 euros, bon, des créances finalement assez faibles juridiquement, mais Et c'est déjà quand ce même que tu me dois, intéressantes. d'ailleurs, actuellement, là, non? Alors, au niveau du montant de la créance, Non, mais toi, tu me devais pas 5 000 euros, non? Je sais pas. Non, je me pardon, j'ai pas semblait. compris. semblait. J'ai pas compris ta question. Non, c'est pas une question, c'est une blague. Je Ah, disais que, d'accord, pardon. je Ah, disais c'est que ce que tu je te me devais, dois. Excuse-moi, je n'ai pas entendu. J'étais dans, dans la je concentration. disais que tu me devais 5 000 euros, mais bon, on verra peut-être qu'on coupe. Ouais. Écoute, si on est d'accord, tu pourras utiliser cette procédure. Mais Hein. le problème, c'est que ça, c'est très bien. Mais en France, arriver à obtenir un accord d'un débiteur, eh ben, c'est tout le problème. Cette procédure ne marche absolument pas parce que finalement, les débiteurs ne répondent pas à la sollicitation que l'huissier peut leur faire pour donner leur accord. Et de ce fait-là, on ne voit pas cet instrument. On ne le voit pas. Il y a eu une tentative de le mettre en place de façon dématérialisée par un portail intranet, Ouais. pardon, mais ça ne fonctionne pas. Alors, je dois dire que la profession d'huissier de justice est très, très en pointe en ce qui concerne les développements informatiques. Et C'est vrai. que s'ils s'occupaient de l'informatique de la chancellerie, ça marcherait peut-être mieux dans les tribunaux. Alors, la chancellerie n'y est pour rien sur cet aspect-là, mais néanmoins, sur ce que tu dis est tout à fait vrai, ouais, effectivement. Pourquoi tu dis que la chancellerie n'y est pour rien L'échec de cet instrument, Ah non, 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 là-dessus, oui, bien sûr. Non, non, voilà, moi, je parlais du mauvais fonctionnement de l'informatique des tribunaux, qui est une catastrophe, enfin le RPVA et toutes ces sortes de choses-là. Mais bon, alors, je ne sais pas si c'est directement la chancellerie ou si. Enfin, c'est vrai qu'on sort du domaine habituel d'une chancellerie qui est quand même de faire du droit. Hein. On comprend qu'ils n'arrivent pas à faire de l'informatique. c'est vrai, mais je suis d'accord, dès qu'on fait appel à eux pour des problématiques informatiques, pour se connecter avec eux sur plein de services, c'est effectivement, ce sont des problèmes très importants qu'on leur soumet, alors que c'est techniquement pas très compliqué ce qu'on leur demande. Ben voilà. Et alors, bon, simplement pour mémoire, les titres délivrés par les personnes morales de droit public ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement, il y a là-dedans, enfin, là aussi, il faudrait que je vérifie quand même, Il y a parce que plein de choses.
En tout cas, il y a tous les actes administratifs. C'est Euh, ça. et toi, tu voyais quoi en plus Bah, il y a effectivement des titres publics hein, émis par des personnes morales de droit public, par des comptables publics. Par exemple, bah, si les frais d'un lycée ne sont pas payés, les frais de scolarité auprès d'un lycée ne sont pas payés, le Ouais, lycée pourra délivrer un titre exécutoire, c'est ça. Et ouais, puis à côté de ça, vous avez aussi des titres qui sont émis par des personnes privées. Moi, je vois ça de temps en temps pour Pôle emploi qui délivre des ouais, contraintes, ce qu'on appelle des c'est ça. contraintes qui se Oui, passent oui. donc du tribunal pour pouvoir exécuter pour des indus, par exemple, quelqu'un qui oublie de déclarer qu'il retravaille alors qu'il perçoit les indemnités Pôle emploi, eh bien, le recouvrement peut se faire grâce à ce titre particulier sans avoir à saisir un tribunal. Alors, il faut pas trop rentrer dans ces détails-là parce que ces histoires de contraintes, quand vous voyez le mot contrainte, prenez peur parce C'est vrai. qu'il y en a une variété invraisemblable qui, en gros, obéissent toujours un peu au même régime. C'est-à-dire, c'est toujours cette idée qu'on trouve en matière administrative du privilège d'exécution préalable. C'est-à-dire que l'administration n'a pas besoin de passer par un juge. Alors, évidemment, après, vous pouvez contester devant le juge, mais dans un premier temps, ils saisissent et puis on voit après. Et c'est vrai aussi pour ces personnes privées, tu as raison, mais qui sont plus ou moins chargées d'un service public. Enfin, C'est ça. tirons pudiquement le rideau là-dessus parce que ça nous emmènerait beaucoup trop loin et le temps passe. Alors justement, deux dernières choses simplement concernant le titre exécutoire. Bon, d'abord, l'article L111.4 qui en pratique est extrêmement important parce qu'il concerne la prescription et vous voyez qu'on parle ici d'une prescription de 10 ans à moins que la créance mise en recouvrement bénéficie d'un délai plus long, ce qui est exceptionnel, puisque vous savez qu'aujourd'hui, la prescription civile est normalement de 5 ans, et commerciale aussi, du coup. Mais attention, hein, l'essentiel, c'est uniquement pour les points 1 à 3. Autrement dit, pour tout ce qui est judiciaire et pas pour les actes notariés. Voilà. Hein. Ça veut dire que, parce que les notaires ont tenté de le faire, il y a une jurisprudence là-dessus, bon, si ça se trouve, pour votre formation, on pourra même vous mettre l'arrêt. Les notaires avaient suggéré que quand il y avait, par exemple, dans un acte notarié, une créance qui était sur 5 ans et qui était presque prescrite, bah, de toute façon, comme c'était un titre exécutoire, bah, la prescription, c'était forcément 10 ans. Et la Cour de cassation leur a dit non, non, attention, hein, la prescription du titre exécutoire, c'est un peu une prescription de l'exécution en réalité de 10 ans. Avant, c'était 30 ans. Hein. C'est uniquement, on va dire, pour ce qui émane du juge. Bon, il y a aussi les accords homologués par le juge. Et ça, c'est quand même un point extrêmement important. Hein. Je dis ça pour que tu me dises oui. Pour dire que tu as raison, non, non, effectivement, c'est Voilà. donc quelqu'un fait une reconnaissance de dette, selon que la reconnaissance de dette est soumise au juge ou qu'elle est soumise à un notaire dans le cadre d'un acte notarié, eh bien, ce ne sera pas la même prescription. Voilà. Et alors, il y a d'ailleurs enfin, bon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là, mais il y a des stratégies de créanciers ou peut-être d'avocats de créanciers d'ailleurs, qui consistent justement à essayer systématiquement de prendre un jugement pour avoir une prescription qui sera de 10 ans. Mais en gros, quand c'est déjà un acte notarié, la Cour de cassation considère qu'on ne va pas uniquement pour bénéficier d'une prescription, j'indique bien, pouvoir obtenir un deuxième titre exécutoire. Et alors, dernier point, mais qui me paraît tout à fait important, mais enfin, on dira quelques mots de conclusion, c'est le titre exécutoire à titre provisoire. C'est l'article L111.10. Donc, on va y revenir sous réserve des dispositions de L311.4. L'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. Alors, bon, bien sûr, le titre exécutoire à titre provisoire, ça peut être un jugement de première instance susceptible d'appel, mais le problème pratique essentiel, c'est l'ordonnance de référé. Donc, idée générale, au risque du créancier, très important, on peut faire toutes les saisies, sauf enfin, je vais y venir dans un instant, toutes les saisies, sauf la fin de la saisie immobilière, mais on peut faire toutes les saisies mobilières, en tout cas, avec une ordonnance de référé. C'est pour ça que c'est vachement bien l'ordonnance de référé. Et c'est le fameux référé provision, si vous voulez, hein, dans lequel on obtient une condamnation, quelquefois assez facilement, quelquefois quand on est devant le président du tribunal de commerce pour des sommes absolument considérables, et on peut
faire tout, encore une fois, sauf, c'est le fameux article L311-4, si vous faites une saisie immobilière, là, vous pouvez commencer la saisie, mais il vous faudra un titre définitif au moment de l'adjudication, au moment de la mise en vente. Est-ce que Maître Fradin aura un petit commentaire sur cette utilisation peut-être un peu abusive du référé? Je ne sais pas si c'est abusif, moi je ne pense pas parce qu'on gagne quand même pas mal de temps en référé. Ah oui. Quand on voit la durée des procédures au fond pour obtenir un jugement définitif, qui a tendance à s'allonger de plus en plus, de mois en mois, pour atteindre plusieurs années maintenant devant les tribunaux judiciaires aujourd'hui. Je crois que le référé est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, le tribunal de commerce a aussi des délais assez longs, et c'est vrai qu'un bon référé au tribunal de commerce, c'est aussi Faire mal, quelque hein. chose Ça peut faire qui mal. peut effectivement être une arme redoutable, hein, ça c'est certain. Ouais. Ben, C'est certain. c'est souvent. Moi, je suis un fervent défenseur du référé quand on connaît les quelques écueils, c'est-à-dire qu'il faut que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable, ce Ouais, qui mais est toujours alors, ça y va. Hein, une petite, voilà, un petit risque, et effectivement, alors, effectivement, ce qui peut faire un peu peur, c'est le fait qu'on exécute à ses risques. Enfin, le créancier prend son risque en exécutant et que si jamais il y a une réformation ou il y a une décision en sens contraire, non seulement il doit rendre les sous, mais en plus, il peut engager sa responsabilité. Cela étant, il faut être honnête, quand c'est un référé provision, c'est en général des gens qui ne veulent pas payer. Hein. tout Bon. simplement. Et donc, si quelqu'un est condamné en référé provision, ben, il n'y aura jamais d'instance au fond après. Éventuellement, il peut faire appel, mais voilà. Hein. Donc, C'est assez rare en fait. Hein. À partir du moment où l'exécution a eu lieu, en général, tant pis. On a voulu jouer, on a ouais, perdu c'est et un on peu ça. passe à autre chose. Un peu ça. Ça, là, on s'adresse Ou aux... on dépose le bilan pour éviter de payer. C'est aussi Alors, ça. ouais, ça c'est un point que tu as raison de souligner. Et quand je parlais de tribunal de commerce, etc., c'est vrai que quand on est en matière commerciale, là, on a des techniques très particulières parce qu'on est très vite à la frontière de la cessation des paiements, ou en tout cas, on peut même par anticipation prendre des mesures. Et enfin, c'est un peu comme les particuliers qui se collent en surendettement. Hein. C'est ça. Si j'ai beaucoup de créanciers, je dépose le bilan ou je me mets en surendettement. C'est pas beau, hein. Exactement. C'est pas beau. C'est pas bien, mais malheureusement, c'est obligatoire en tout cas en matière de procédure collective, de déposer Bon, le bilan plutôt que de laisser traîner, ça c'est sûr. eh ben, je crois, tu vois, on n'a pas parlé de grand-chose, on a parlé du titre exécutoire, donc il faudra, alors peut-être que les étudiants les découvriront avant ces vidéos, il faut qu'on fasse d'autres vidéos. Moi, j'en ferai une, semble-t-il, sur le jugement. Puis bon, on va voir comment on se répartit ça. En attendant, on va dire au revoir à nos petits camarades. Mon cher ami, ne quittez pas le studio tout de suite parce que nous allons Je reste. synthèse et puis je vais arrêter l'enregistrement. Mais bon, nous saluons bien bas les étudiants et les étudiantes. Merci de votre attention. Merci de votre attention.